Merci de l'invitation. On est très content de voir tout ce monde. Finalement, ça s'en passe relativement agréablement dans cette bibliothèque. Donc, on est réunis pour parler du livre de Jan Onaner que vous connaissez tous maintenant, qui est sorti en octobre 2016 et qui est l'aboutissement d'un travail qui mène depuis longtemps, qui a commencé par une thèse sur Loos et sur Rossi, et puis qui a pris une forme beaucoup plus précise avec cet ouvrage-là qui traite en particulier de Rossi, qui s'appelle Aldo Rossi, architecte du suspens, et j'insiste sur le sous-titre En quête du temps propre de l'architecture. Donc vous savez tous, je suppose que on est là pour ça, mais en même temps je le dis pour le micro. Comme ça sera fait. Alors on a prévu un petit plan de travail, c'est Jan qui va présenter son livre, puis ensuite il y aura une question d'Éric, ensuite de moi, etc. On va essayer de faire que ça s'organise correctement. Voilà, je laisse la parole à Jan. Merci. Donc, pour présenter, c'est toujours un peu compliqué de faire rapidement une présentation, un résumé. Mais je vais essayer de parler, de définir la notion de suspens en architecture, parce qu'il n'y a rien d'évident. Hein. C'est une notion a priori nouvelle dans la théorie de l'architecture. Il y a eu un ou deux écrits qui se réfèrent à ça, mais qui l'utilisent. Il y a un livre de Pierre Larocque sur Piranèse et l'ornement et le suspens sublime, quelque chose, je crois. Mais, donc, bon, en tout cas, là, je pense qu'il y a une nécessité d'essayer de définir la notion. Pour peut-être faire plus simple, je pourrais dire que le suspens serait une latence, une forme de latence, une énergie qui est contenue dans la forme a priori figée de l'architecture. Donc l'exemple le plus simple, il est donné par Rossi lui-même, en référence à Max Planck. C'est l'idée en fait d'un bloc de pierre qu'un maçon monte au-dessus d'une façade, et que dans ce bloc de pierre est contenue une énergie, l'énergie qui correspond en fait à la résistance à la gravité, ça s'appelle l'énergie potentielle. Et en même temps, selon Planck, en fait, c'est non seulement une résistance à la gravité, mais c'est aussi l'énergie du maçon, en fait, dépensée pour monter cette pierre à cet endroit-là, qui est contenue dans ce bloc de pierre. Et Rossi, il développe cette idée. Il dit cette énergie est contenue jusqu'à ce que la pierre tombe, et tombe sur la tête d'un passant et le tue. Donc ça, c'est assez intéressant. Comment on passe d'une définition a priori objective physique, hein, de Max Planck, à une interprétation par Rossi où cette énergie contenue est effectivement porteuse de mort. Et que surtout, il y a l'idée de la transformation de cette énergie potentielle en énergie cinétique. Et donc en événement. Donc le suspens, pour le redire, ce serait cette énergie qui est contenue dans la forme architecturale, qui a priori n'est pas visible. C'est-à-dire quand on regarde n'importe quel bâtiment, et pas que celui de Rossi, a priori on voit une architecture, une chose immobile, fixe, figée. Et même l'idée, c'est que même dans des bâtiments où il n'y a pas d'état de ruine repérable, il y a cette énergie qui est contenue. En fait, il y a la ruine qui est contenue dans chaque architecture. Et donc, l'idée de suspens pourrait, ça serait une entrée, en tout cas, pour aborder la question du suspens, notamment chez Rossi. Et la question, finalement, c'est de considérer l'architecture comme un dispositif qui contient un événement en latence. Et cet événement en latence correspond à une énergie, cette énergie qui est purement matérielle. Et mon hypothèse, c'est de relier cette énergie matérielle qui est contenue dans le bâti inorganique de l'architecture à une énergie qui est contenue dans le corps humain. C'est-à-dire, c'est là aussi que Rossi justement le ramène à l'idée que cette pierre tombe et tue quelqu'un. C'est que avec la mort qui est contenue, la ruine qui est contenue dans l'architecture, il y a aussi un lien implicite avec la mort potentielle du corps humain. Et l'idée, l'hypothèse à travers laquelle je développe cette lecture de l'œuvre de Rossi, et même l'idée du suspens de manière plus large,
c'est qu'il y a une analogie entre le corps inorganique de l'architecture et le corps organique de l'humain. Et cette analogie est notamment à la base aussi des travaux de Wolflin sur la psychologie, sur une approche psychologique de l'architecture, on parlera de ça. Et on comprendrait bien que, même si on y reviendra, il s'agit pas uniquement d'une psychologie au sens de la subjectivité de l'individu, mais de chercher une compréhension en fait qui serait universelle dans ce qui serait contenu comme lien entre l'architecture et le corps humain. Donc si cet événement, on peut l'entendre, comme le dire aussi, comme la mort comme combinaison d'énergie contenue en architecture, on pourrait aussi entendre, et c'est pas explicitement dit par aussi, mais c'est selon moi présent, on peut aussi comprendre cette décharge de l'énergie, cette transformation de l'énergie comme une libération, comme une forme de libération de cette énergie qui était contenue et qui peut se transformer en énergie libérée. Et de la même manière, on pourrait faire une analogie entre le corps qui est figé, qui est contenu, qui contient une énergie, le corps humain, et cette énergie qui serait libérée. Ce qui finalement revient à dire qu'on projette sur l'architecture des caractéristiques humaines autant qu'inhumaines, puisqu'on y projette à la fois, je dirais, ce qui est inhumain, c'est-à-dire la permanence et l'éternité, et en même temps, à travers le suspens, l'idée de suspens, on y projette quelque chose de plus humain, on pourrait dire. Du coup, le suspens se situerait entre cette tendance vers... cette recherche de l'éternité, de la permanence, qui est aussi une projection du corps humain, de l'esprit humain, et en même temps la présence constante d'une ruine contenue. D'où, à partir de ce rapport entre, on va dire, la permanence et la forme idéale qui contient cette possibilité de la permanence de l'architecture, entre donc cette permanence et ce qui est l'événement éphémère, la possibilité d'un événement qui se situe évidemment au présent et au-delà en deçà de toute permanence, se trouverait le suspens. Donc le suspens serait, pour le dire assez simplement, c'est entre la permanence et l'événement éphémère. De là, j'en déduis dans le livre différentes choses, c'est-à-dire comment cette pensée du suspens nous permet de comprendre l'histoire de l'architecture et la temporalité de l'architecture, d'où aussi cette question d'inventer le temps propre de l'architecture. C'est-à-dire comment transformer cette énergie matérielle, naturelle qui est contenue en une forme de suspens esthétique. Comment, en fait, inventer un temps propre de l'architecture qui ne serait pas uniquement la permanence idéale, mais une esthétisation de cette énergie latente contenue. Et cela questionne aussi l'idée du nouveau en architecture. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que le nouveau ? Est-ce qu'on considère le nouveau comme l'invention d'une nouvelle forme liée à des nouveaux usages ou à des nouvelles techniques ou je sais pas, des nouveaux matériaux inventés ? Ou est-ce que le nouveau ne serait pas finalement la possibilité de l'événement qui surgirait et qui transformerait notre perception de la forme ? D'où cette idée que le nouveau chez Rossi est basé à la répétition. Dans cette répétition en fait de la forme, dans sa répétition au sein d'un même bâtiment, donc de manière synchronique, mais aussi de manière diachronique d'un projet à un autre, du fait que Rossi répète constamment les mêmes figures, certaines formes, il y a cette idée que la latence que contient l'architecture, sur laquelle nous, on projette notre propre inquiétude et désir, potentiellement va suggérer une nouveauté, une nouvelle façon de percevoir les choses. Et du coup, j'essaye de développer l'idée du nouveau comme étant contenu comme une forme de suspens, en fait.
Et à partir de là, un autre aspect, c'est puisque il y a cette définition de cette latence, comment certaines architectures plus que d'autres ou certains dispositifs peuvent engendrer cette impression-là. Et du coup, c'est l'idée du suspense. Je le ramène au suspense, qui est une notion peut-être plus connue. C'est-à-dire, de la même manière qu'au cinéma, il y a des dispositifs et des outils pour créer le suspense, quels seraient les outils propres à l'architecture pour créer le suspense? Et là, je donne plusieurs exemples, j'analyse plusieurs techniques en partant de l'architecture de Rossi. Donc, en gros, il y a deux éléments très importants. Le premier, c'est l'abstraction de la forme qui va justement contenir la matérialité informe. L'énergie matérielle va être contenue dans une forme figée, abstraite et minimale, on pourrait dire. Et de cette manière, faire d'une certaine oublier au regard des spectateurs, oublier cette énergie contenue. Parce que d'une certaine façon, pour qu'il y ait suspense, il faut que la chose ait été oubliée. C'est ça le principe aussi au cinéma du suspense. C'est pas la surprise, c'est pas quelque chose qui sort de nulle part, c'est quelque chose qu'on pressent, qui pourrait, que l'on sait que ça va advenir, mais on ne sait pas, au bout d'un moment on l'oublie d'une certaine façon, on ne sait pas quand et comment ça va advenir. Et donc j'essaie d'analyser quels sont les moyens en architecture pour faire oublier. Et la première, c'est une abstraction formelle très très poussée, et la deuxième, c'est, encore une fois, la répétition. C'est-à-dire la répétition jusqu'à l'ennui va permettre justement de faire oublier. Ça, c'est un thème très classique en psychanalyse, comment en fait on répète pour oublier. Et en même temps, aussi d'une autre façon, c'est ça qui est intéressant, c'est que comment l'oubli engendre la répétition. C'est comment on oublie certains traumatismes qui se transforment, qui donnent lieu à des obsessions, à des compulsions de répétition. Notion que Rossi utilise lui-même. Donc après, à partir de cette abstraction et de cette répétition qui engendre l'oubli, la question c'est de faire survenir, comment va surgir la différence. Et l'architecture de Rossi est très riche en ces exemples où, à l'intérieur d'une répétition mortificatrice, on pourrait dire, il y a toujours quelque chose qui va, un événement, mais qui serait aussi dessiné, qui serait dans la forme, qui va venir amener une différence. Mais de manière toujours subtile. C'est-à-dire que c'est jamais un élément qui ressurgit, en tout cas dans les œuvres sur lesquelles j'ai travaillé. Il y a toujours cette tension entre l'élément répétitif, l'ennui que va créer l'architecture et la différence qui va pouvoir surgir. Et donc ça peut être dans la forme, et ça peut être aussi un autre outil, c'est le rapport intérieur-extérieur. Ça c'est vraiment important. Comment créer une ambiguïté entre ce que l'on imagine depuis l'extérieur et ce que, par exemple, la façade d'un immeuble nous suggère et ce qui pourrait se passer à l'intérieur. Et d'où, de nouveau, cette question justement de suspense. C'est-à-dire on projette quelque chose et on s'attend à un événement à venir. Un autre outil, je dirais, de ce suspense, ce serait les contrastes d'échelle. Aussi joue beaucoup de ça, c'est-à-dire, mais ce contraste d'échelle nous ramène de nouveau à la question de l'intériorité aussi du corps humain. C'est-à-dire que le corps humain, à travers son échelle, projette quelque chose, reconnaît quelque chose dans le bâti architectural, et aussi il va toujours déranger ses reconnaissances. Et du coup, va suggérer, supposer une intériorité, comme par exemple cette grande statue d'Erona où on a à l'intérieur possibilité de rentrer à l'intérieur et à travers les yeux de cette énorme statue, on peut regarder les gens qui sont à l'extérieur. Donc ça, c'est certains des thèmes. Un autre aspect qui est important, c'est le théâtre. Mais le théâtre, compris comment le théâtre comme espace vide, plutôt que l'action théâtrale, plutôt que le jeu, la narration, c'est le théâtre comme espace vide. Et ce qui est intéressant, aussi le dit lui-même, c'est la répétition, encore une fois. Ce qui l'intéresse plus, c'est les répétitions théâtrales avant que la pièce soit jouée. C'est-à-dire on répète les mêmes gestes, les mêmes paroles. Et cette répétition, c'est d'une certaine façon aussi plus importante que
ce qui va vraiment advenir dans la pièce. Et on pourrait dire que dans le théâtre, effectivement, si on va voir une pièce de théâtre une fois, bon voilà, on voit le début et la fin d'une histoire, mais imaginez que vous allez voir la même pièce de théâtre 10 fois. Et ce qui est intéressant dans le théâtre, c'est que c'est pas comme au cinéma. C'est-à-dire que vous avez toujours cette conscience de la représentation, c'est-à-dire du fait que les personnes qui sont là sont en même temps des personnes humaines. Et ce qui est intéressant, c'est de voir, par exemple, imaginez quelqu'un qui meurt. Bon, voilà, dans la pièce, il y a une personne qui meurt à la fin de chaque représentation. Vous venez le lendemain, il est de nouveau vivant. C'est comme si il y avait cette répétition des morts et des remises, une forme de ressuscitation qui reviennent. Et ça, c'est peut-être, d'une certaine façon, le sens que Rossi donne à l'architecture. Donc, c'est pas une permanence où il n'y aurait pas de mort. C'est une permanence où on va répéter les débuts et les fins. C'est une permanence où la mort va être incluse dans le temps de l'architecture. Bon, toutes ces notions permettent aussi enfin, toute cette réflexion plutôt permet d'essayer de redonner une signification à des notions importantes qui ont marqué l'histoire de l'architecture et tous nos langages à nous, comme la notion de type, la notion de forme. Donc c'est l'occasion de redonner une explication de ce que pourrait vouloir dire finalement le type chez Rossi. On en arrive, par rapport à la forme par exemple, on arrive à comprendre que la forme chez Rossi n'est pas une forme idéale, et son formalisme ne correspond pas à une permanence continue idéale, mais que c'est une forme inquiète, c'est une forme désirante qui est liée au corps. Et que le type est une image répétée, et que dans la répétition du type, est contenu finalement le surgissement de la différence. Je résume. Pour finir, pour conclure, et pour encore de nouveau simplifier, on pourrait dire que le suspens est une dialectique, un entre-deux, entre deux colonnes, je dirais. Donc c'est un entre-deux entre la raison et l'irrationnel, un entre-deux entre l'objectivité scientifique recherchée par Rossi, toute la première partie de son œuvre écrite, et l'inconscient collectif, qui est d'ailleurs toujours présent dans aussi la première partie, mais qui devient le sujet essentiel par la suite. Un entre-deux entre la répétition et la différence. Un entre-deux entre l'ordre formel et l'énergie matérielle. Un entre-deux entre l'archétype idéal et la pathologie corporelle. Un entre-deux entre la représentation intemporelle et le désir au présent. Un entre-deux donc entre la permanence et l'éphémère. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas n'importe quelle dialectique, c'est pas n'importe quel entre-deux. C'est que c'est un entre-deux où toute la seconde partie de la colonne, c'est-à-dire l'irrationnel, les différences, l'énergie matérielle, la pathologie corporelle, le désir, sont contenus à l'intérieur de la raison, de la répétition, de l'ordre formel, etc. C'est-à-dire que on ne voit pas les deux termes de la dialectique constamment. On voit d'abord le premier et que l'autre est contenu dedans. Ce qui veut dire qu'il y a des inversions possibles. C'est comme si finalement la raison n'avait comme seul enjeu l'irrationnel. Mais qu'on ne peut passer que par la raison, que par l'ordre formel, que par l'idée de permanence et l'idéal de permanence pour exprimer le véritable enjeu qui est la pathologie, l'énergie matérielle, la différence. En tout cas, c'est ma perception, c'est mon analyse. Il reviendra. Et qu'est-ce que cela engendre, cette dialectique ? Ça suppose que, à travers cette dialectique, on établit un rituel dans le temps. C'est-à-dire que c'est pas, les choses ne sont pas figées, c'est qu'il y a constamment des possibles retournements du rationnel en irrationnel, de la forme idéale de l'ordre formel en énergie matérielle, et que c'est des surgissements qui sont contenus dans le temps et qui vont se répéter. Et c'est une manière de comprendre non seulement l'architecture, la ville, mais aussi, enfin, c'est une métaphysique, une ontologie du rapport à l'espace et au corps. Voilà. À vous. Ou alors tu vas pouvoir élaborer sur cette première présentation. Alors, j'espère que... Le problème, c'est qu'on a déjà parlé hier soir. Ouais, il a déjà déminé tout un tas de trucs. Oui, évidemment. Heureusement qu'on en a gardé sous le coude. Ouais, mais t'inquiète, je suis un bon démineur.
En fait, déjà, je dois dire que je suis fier de pouvoir enseigner dans une école où des enseignants de projet en particulier prennent le temps d'écrire des livres comme ça. Parce que c'est un vrai livre de théorie architecturale, c'est un vrai livre de questions qui n'intéressent personne. Et donc c'est vraiment bien, je veux dire, personne en dehors des architectes. Et donc ça fait exister la discipline et ça fait se poser des questions. Et je trouve ça vraiment sérieusement important de se livrer à ce genre d'activité. Une fois que j'ai dit ça, après il y a la manière dont on se livre à ce genre d'activité. Alors là sur ce point, j'ai des interrogations parce que je vois cette analyse en fait. Vous verrez quand vous aurez lu le livre ou si vous l'avez déjà lu. Et puis de toute façon, je pense que c'était assez clair dans les explications. Tu as adopté une position extrêmement psychologisante, hein, puisque les bâtiments sont mis en parallèle, la répétition architecturale avec la répétition compulsive. La typologie rossienne y est décrite, je crois, comme une compulsion de répétition qui doit transcender le corps désirant, quelque chose comme ça. Je pense que tu as dû écrire à peu près. Donc ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça décale complètement le point de vue quand même sur Rossi, c'est assez paradoxal d'une certaine manière, et c'est un mérite du livre, je pense, d'analyser de manière absolument psychologique l'œuvre d'un architecte qui est parmi les plus formalistes. Donc, et d'essayer de comprendre comment ces formes peuvent avoir ces implications psychologiques. Et simplement, là où je reste, bon, c'est même pas que je reste sur ma fin, mais enfin là où je partage, je peux pas partager complètement, même si je trouve tout ça stimulant, c'est, enfin c'est même pas que je partage pas, c'est juste que je me pose des questions. Et ça me déjà, significativement, Rossi a écrit 2 livres, en gros. Hein. L'architecture de la ville en 66, donc un livre de pure théorie architecturale et urbaine, du coup, mais enfin, surtout, ça parle surtout d'architecture à travers la ville, mais le sujet, c'est l'architecture. Et puis ensuite, en 81, l'autobiographie scientifique. Et moi, entre ces 2 livres, il est clair que j'ai fait le choix depuis longtemps de préférer absolument le premier que le second, parce que le second, il est justement, et donc de ce point de vue-là, c'est tout à fait juste ce que tu fais, hein, le second, il est justement très psychologisant et surtout, comme son nom l'indique, autobiographique. Et donc, d'un point de vue théorique, bon, bah, on peut lui faire dire un peu ce qu'on veut, puis c'est beaucoup moins rigoureux que le premier, pour Rossi lui-même, quoi. Mais il me semble, enfin, c'est pour ça que je l'aime. Ça, on pourrait en discuter. Ouais. C'est pour ça que je l'aime moins. Et significativement, tu cites probablement 10 fois plus autobiographie scientifique qui doit être quasiment réédité, presque, et que l'architecture de la ville. Et alors, ce qui me chagrine dans une approche si psychologisante, c'est en fait que ce à quoi se livre Rossi dans cette autobiographie, je l'ai toujours vu comme une espèce d'appropriation absolument presque privée de la culture architecturale par Rossi. Dans le fond, ce que vous devez faire, vous en tant qu'étudiant, c'est vous emparer, enfin, prendre connaissance d'abord de la culture architecturale, et ensuite vous en emparer, et dans le fond, forger une langue qui vous appartient, disons presque singulière, à l'intérieur de la langue commune de cette culture. Donc de toute façon, devenir architecte, c'est toujours d'une manière ou d'une autre s'approprier la culture. Mais c'est se l'incorporer vraiment. C'est pas ce qui me chagrine là-dedans, c'est que je vois dans ce livre l'origine de toute une dérive. Après, on ne peut pas reprocher à Le Corbusier les grands ensembles, on ne peut pas reprocher à Marx le stalinisme, donc peut-être qu'on ne peut pas reprocher à Rossi ça. Mais néanmoins, toi, quand tu te mets dans ce sillage,
j'y vois un risque un peu, en tout cas, de se mettre dans un sillage d'une série d'architectes qui, ces dernières années, ont complètement privatisé leur propre travail dans le sens où ils font, comme n'importe quelle grande marque fait en matière de marketing, ils font du storytelling, c'est-à-dire, moi en fait, je vis dans les grisons, mon père était un grand architecte, j'ai des problèmes avec ça, et je commence mes conférences en montrant une tomate et un bout de mozzarella et en disant j'aime les choses simples. La nourriture italienne. Ok, ouais, comme un Suisse, donc, avec certaines distorsions. Mais... Oui, il le dit. Voilà, donc, si vous voulez, on n'imagine pas, je ne sais pas, moi, Michel-Ange ou Le Corbusier faire une conférence qui commencerait comme ça, quoi, par des choses si personnelles, quoi. Comme si c'était intéressant, la vie privée des artistes ou des architectes, pour comprendre leur travail. Moi, je suis absolument opposé à ça. Enfin, je trouve ça vraiment tout à fait une dérive, en fait, parce que c'est comme, en l'occurrence, le Olgiati ou Kérez, ils publient des livres avec, à la fin, leurs 100 films préférés. Qu'est-ce qu'on en a vraiment à faire de savoir ce qu'un architecte regarde comme film, ce qui nous... Peut-être ça intéressera des historiens, mais ce qui est intéressant maintenant, là, c'est savoir qu'est-ce qu'on fait comme bâtiment, qu'est-ce qu'on a comme idée sur l'architecture. C'est pas tout fabriquer, toute cette espèce d'univers qui est quand même à la fin beaucoup, qui consiste beaucoup à marketer la chose, en fait. En tout cas, on peut pas voir, on ne peut pas ignorer que ce sont des stratégies assez parallèles avec celles d'entreprise. Et donc ça conduit à privatiser la culture architecturale, alors que, comme ça, et je pense que dans le travail de Rossi, on peut aussi regarder ça de cette manière, je préférerais pour ma part qu'on tende à une sorte d'anonymat, et que on s'incorpore la culture architecturale et qu'on devienne simplement des vecteurs à travers lesquels elle pourrait s'exprimer. Un peu comme une corde sur une guitare, elle n'a aucune idée. Elle fait ce qu'on... Elle vibre, elle porte la musique de la manière dont on lui fait porter. Et ces idées, je pense que dans l'intérêt de Rossi pour l'ordinaire, pour la typologie, pour les constructions, disons, banales, enfin, il y a aussi des idées comme ça, des idées qui tendent vers l'anonymat et non pas vers la personnification des choses. Donc voilà, donc dans cette approche psychologisante, un peu, elle me déstabilise par rapport à ces tendances-là. Je vais répondre à ça. En tout cas, je suis d'accord, c'est une vraie question et c'est une limite. Enfin, là, je pourrais y revenir à mon livre, mais en tout cas, de manière générale, la tendance à placer la subjectivité de l'auteur et de prendre, que ce soit l'auteur lui-même, que ce soit un historien ou quelqu'un d'autre qui écrit dessus, de partir de la subjectivité et d'en rester à la subjectivité, c'est un vrai défaut. Et quand en plus cette subjectivité devient, comme dans les exemples que tu donnes d'Olgiati, devient tout un univers flou autour d'une œuvre qui sont là finalement pour créer une narration, pour valoriser l'œuvre, ça peut être encore plus problématique. Après, par rapport à cette question, moi, de manière générale, je crois à ce que dit Deleuze, c'est-à-dire qu'il faut partir du singulier pour tendre vers l'universel. C'est-à-dire que partir de la subjectivité, par exemple, Deleuze, pareil, il était vraiment énervé, et ça l'intéressait pas, les histoires personnelles. Par contre, il part, même dans ses propres travaux, il y a cette idée de partir même des choses les plus minimes qui pourraient sembler les plus anecdotiques, liées à des... pas forcément au sujet dans son entité, mais non, justement à des événements, à des sensibilités, à des éléments particuliers, spécifiques liés au sujet que l'on tire et à partir desquels on construit quelque chose. Moi, en tout cas, mon but, ma démarche dans ce livre, c'est pas du tout d'expliquer, au fond, Rossi. Finalement, je m'en fous, dans le fond. C'est de constituer le suspens comme
outil théorique pour comprendre l'architecture et pas que de Rossi. Là, je le constitue. En gros, Rossi, il me donne vraiment les parfaits éléments et son texte, justement, autobiographie scientifique, c'est un matériau que je trouve vraiment bon pour utiliser. Et du coup, la citation a une vraie place dans ce livre. C'est un jeu avec le texte, c'est-à-dire de la même manière que j'analyse son architecture, c'est pas une analyse pour en arriver à une objectivité qui serait neutre, le texte, pareil, c'est des matériaux que je tire, à partir desquels je spécule et je construis quelque chose qui serait, ce que j'ai essayé de développer, d'expliquer rapidement, le suspens comme outil pour comprendre l'architecture. Et le suspens pour comprendre l'architecture n'est pas uniquement psychologique au sens où on s'intéresserait à la subjectivité ou à l'histoire personnelle des architectes. Pas du tout. Mais il y aurait toujours un lien avec ça, effectivement. Mais le but ultime, et même ce qui en ressort, il me semble, n'est pas ça. Non. Si on prend, tu vois, mais tout ça pour dire aussi que, par contre, je suis d'accord avec toi, et même c'est les limites à un moment donné, je trouve, de l'œuvre de Rossi, c'est ce que je dis à la fin, c'est quand cette particularité, non plus une singularité, mais pour toujours rester dans les termes deleuziens, c'est que c'est même plus une singularité qui pourrait devenir universelle, mais c'est une particularité propre à un sujet. Quand cette particularité se répète et devient un fétiche que l'on reproduit, mais qui s'enferme, en fait, du coup, l'œuvre aussi devient... Il y a beaucoup moins de tension et beaucoup moins de suspens dans l'œuvre. Et c'est ce que j'explique, c'est pour ça que je ne m'intéresse essentiellement qu'à ce qu'il a fait jusqu'aux années... début des années 80, et après, je ne m'y intéresse pas. Avant l'autobiographie scientifique, justement. Globalement. Effectivement. Mais tout à fait. Je veux bien en vrai. Je veux juste préciser un truc. Dans ce que je dis, je suis absolument d'accord qu'il faut partir du singulier. Quand je parle d'anonymat vers lequel on devrait tendre, c'est pas du tout dans l'idée qui serait immoral d'être singulier, qu'il faudrait... Tu vois, c'est pas du tout... quand je me moque d'Olgiati, c'est pas du tout... il a tout ce côté, bon, un peu risible, machin, mais après, c'est un bon architecte, parce que c'est un auteur. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on doit être des auteurs, on doit être singulier, on doit rechercher ça, mais des auteurs anonymes. Je veux dire, des auteurs qui ne doivent pas partir, selon moi, en premier lieu de leur subjectivité, parce que là, sinon, ça devient complètement personnel et inintelligible. Quand je dis qu'on doit être anonyme, c'est que à la fin, quand tu tends vers l'anonymat, de toute façon, t'inquiète pas, ta subjectivité, elle est là. Elle est inépuisable d'une certaine manière, et par conséquent, elle est là, mais je dirais qu'il en reste que la part nécessaire, en fait. Et c'est une meilleure manière, selon moi, d'arriver à imaginer qu'on peut établir ce lien entre justement la culture commune et la singularité des positions. Mais c'est pas une position anti-auteur, celle que je défends. Non, mais je n'en doute pas. Donc je suis d'accord qu'il faut partir du singulier. Ça, mais après, encore une fois, pour moi, la question, c'est dans quelle mesure la notion de suspens peut permettre de penser autre chose. De manière plus générale. Voilà. Alors Jean-Bray. Donc ça, c'est Luc qui va nous expliquer. Parce que, pas vous expliquer, mais parce que mon propos... Rien. mais quelques notes là que je vais regarder pour pas me tromper, elles ont rapport avec ça. Parce que moi, j'ai aussi les mêmes agacements parfois que Eric quand je regarde certains aspects de l'œuvre de Rossi qui sont très subjectivistes. Le côté surréaliste de Rossi ne m'intéresse pas du tout. Pour moi, c'est la plaie en architecture, donc je ne veux pas entendre parler de ça. Mais là, faut pas exagérer. Comment ? Faut pas exagérer non plus. Sur le surréalisme. Il aime bien le surréalisme. Ah bon ? Ah non, moi en architecture. Bon, bref, on en reparlera là. Non, mais il faut pas. Attendez, il faut pas non plus que ce soit. Moi, j'aime bien ça, toi, t'aimes bien. Enfin, il faut qu'on essaie de des arguments. Non, mais j'ai dit le mot au hasard. Moi, j'en ai plus que toi. J'ai dit le mot au hasard. Alors, donc. Sur cette question, j'essaye d'éclaircir la chose. Parce que cette question du suspens, c'est une question assez large. Vous connaissez peut-être pas bien
le travail de Rossi. Moi d'ailleurs je suis très loin d'en être un spécialiste à la manière de Jan. Mais disons, qu'est-ce que ces gens-là ont essayé de faire dans cette génération? Ils ont essayé de comprendre, il me semble, deux choses. D'une part, la quête du type, et ça Jan le traite largement, il en fait une analyse excellente dans son ouvrage. Qu'est-ce que c'est qu'un type? C'est une structure abstraite, hein. C'est une structure abstraite qui ressemble à aucune des choses qu'on connaît construites, parce que c'est la structure qui est capable de les produire. Donc c'est vraiment une idée de type, hein. C'est quelque chose qui n'est pas résolu dans un corps. En français, par exemple, le type, la phrase française, sujet, verbe, complément, voilà un type, hein. Le problème, c'est que avec le type, on n'arrive pas à faire d'architecture. C'est-à-dire que quand on a sujet, verbe, complément, on n'est pas capable de produire une phrase parce qu'on n'a pas de contenu à mettre dedans. Une phrase qui dirait simplement sujet, verbe, complément nous intéresserait, au fond, assez peu. Donc il s'agit de savoir ce qu'on va mettre dedans. Et ça, quel est le contenu qu'on va mettre à l'intérieur du type et comment le type, l'analyse, si vous voulez, du type va nous permettre de passer à la projetation. Quelqu'un qui s'est beaucoup posé cette question-là, c'est Argan, que Rossi a beaucoup étudié, disons, et qui a remis la question du type en vigueur, qui a dit finalement le passage du type à la projetation, c'est le moment où le type qui est un type abstrait, encore une fois, qui est une sorte de structure abstraite transhistorique, peut se charger d'un contenu historique. C'est-à-dire les conditions historiques d'une certaine époque permettent de dire, ah ben là, avec ce type-là, on peut fabriquer telle chose qui nous intéresse nous aujourd'hui. Quelqu'un d'autre qui a abordé ça, qui est très proche de Rossi, c'est Giorgio Grassi, qui a dit finalement le type comme structure abstraite, logique, rationnelle, si vous voulez, comme logique fondamentale, c'est quelque chose qu'on peut remplir avec l'idée du métier. C'est-à-dire il y a des conditions du métier, il y a des conditions de la pratique, il y a des conditions de la pratique, de la production domestique ordinaire de l'architecture qui peuvent nous aider à remplir la question du type. Par rapport à ça, quelle est la réponse de Rossi? Moi, je l'analyse de la manière suivante, et c'est la façon dont Jan l'analyse aussi, et puis pas que lui, d'autres aussi. Elle est très étrange. Il s'agit pour lui, en fait, non pas de remplir le type, mais de le construire. Et ça, tu le dis clairement. Est-ce qu'on peut construire un type? Est-ce qu'on peut construire des phrases qui ne disent rien d'autre que sujet, verbe, complément? Ça paraît difficile, et disons, ça va pas nous emmener très loin. Alors, comment est-ce que Rossi fait? Eh bien, il a deux manières de le faire. D'une part, il tire son architecture vers le type, c'est-à-dire il fait une architecture qui est, on pourrait dire, il réduit le type à une image, qui est une espèce de type abstrait répétitif que vous avez tous vu. Il faut bien le transcrire en image, le type. Et ça fait des bâtiments dans lesquels un cimetière ressemble à une école, qui ressemble à un bâtiment administratif, qui lui-même ressemble à une prison, etc., etc. Tous ces bâtiments-là communiquant en fait par le type abstrait qui les fédère tous, mais qui n'a pas de contenu concret particulier. Et puis d'autre part, il fait une autre opération. Il y injecte ses propres fantasmes. Et ça, c'est ce dont a parlé Eric. C'est-à-dire qu'à un moment, le type abstrait, ça a ses limites. Et que peut-être il faut injecter là-dedans quelque chose d'un peu personnel. Rossi est architecte, après tout, c'est un créateur, c'est un auteur. Et donc, il injecte ses propres fantasmes. Entre les deux, il reste un espèce d'espace tout à fait... alors, Sola Morales l'a appelé un saut dans le vide, hein. Il dit chez Rossi, il y a un véritable saut dans le vide. Il n'a jamais réussi à remplir le trou entre son travail sur le type et son obsession personnelle, disons, ses obsessions personnelles. Moneo dit c'est un virage à 180 degrés, mais c'est pas clair chez lui, on comprend en tout cas qu'il y a un problème, quoi. Et ce qui me plaît dans ta démarche, c'est que tu essayes de remplir cet espace-là. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que pour moi, chez Rossi, ça c'est vraiment problématique, c'est-à-dire que je ne peux pas en faire grand-chose en fait de la démarche rossienne si on veut passer à l'architecture parce qu'il y a ce vide, tu vois, alors que toi tu essayes de le remplir en le transformant en une notion générique pour l'architecture qui pourrait en servir. Et là je trouve que tu fais une opération vraiment intéressante qui est finalement cet espace très problématique chez Rossi, c'est l'espace qui est propre à l'architecture. En général, c'est un espace qui fait que dans toute architecture, il y a des potentialités qui sont des potentialités typiques ou typales, disons, qui sont des potentialités qui ne renvoient même pas à l'époque où elles ont été construites, qui renvoient à des choses beaucoup plus larges, peut-être à la Warburg, à des images, tu vois, qui peuvent renvoyer même à des images quasi anthropologiques, à des choses qui nous concernent tous de manière transhistorique. Et puis après, il y a des potentialités qui sont des potentialités tout à fait réelles pour nous aujourd'hui, dans lesquelles on peut investir ses fantasmes si on est Rossi, mais dans lesquelles on peut investir bien d'autres choses, notamment c'est les questions politiques qui t'intéressent aujourd'hui. Voilà. Donc ça, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est cette manière de... Je trouve que tu as fait apparaître cette idée du suspens dans une architecture, dans n'importe laquelle, et pas seulement dans celle de Rossi. Voilà. C'est le but, ouais.
Et après, comme tu le dis, pour moi, c'est devenu un peu, même de manière un peu, parfois peut-être caricaturale, mais obsessionnelle, c'est-à-dire essayer de... Tout à l'heure, je voyais pendant que mais tout est suspens. Tu disais, effectivement, il y a... Oui, mais ça, il y a j'aime cette- ça, moi. Mais, Ah, mais c'est sûr, il n'y a pas de problème. non, mais il y a cette tendance à chercher, à essayer de voir du suspens partout, et en même temps de redéfinir le suspens à chaque fois. Oui, c'est pas juste plaquer quelque chose qui serait fait, qui serait fini, un concept parfait, qui serait super bien dessiné. Non, c'est le transformer à chaque fois, essayer de comprendre ses potentialités, comme si c'était, pour moi, une manière de, à la fois d'amener une continuité dans ma réflexion sur les choses, dont essentiellement l'architecture, et en même temps de la faire évoluer, en gros d'en garder ce qui pour moi est une forme de profondeur, parce que c'est aussi, effectivement, ça renvoie à quelque chose aussi de personnel, donc c'est là la dimension psychologique, même subjective, mais aussi parce que je crois que c'est, je sais pas si c'est objectif au sens anthropologique, mais c'est au moins intersubjectif, c'est-à-dire c'est comme Oui. Rossi d'ailleurs, il vient, enfin, tu disais sans parler de suspens, Rossi, il propose quelque chose que l'on peut, c'est pas lui qui l'invente, mais c'est l'idée de mémoire collective et aussi d'inconscient collectif, c'est-à-dire que son lien entre le type qui serait rationnel, objectif, et la subjectivité que lui il y met, c'est il considère qu'il y a une mémoire collective dans laquelle les choses se retrouvent. Bon, mais ça reste un peu trop large, c'est pas assez précis. Mais maintenant, donc, quand j'essaie de déplacer cette notion de suspens et que j'essaie de comprendre ce que ça peut bien vouloir dire, puisque au fond, à chaque fois, même ce livre, enfin, à chaque fois, je me dis, mais qu'est-ce que exactement ça voulait dire? J'essaie de me questionner. Là, par rapport à des... On pourrait en parler, mais c'est vrai que ça aurait été... j'aurais dû vous envoyer le texte avant, mais maintenant, depuis 4 5 ans, parce que c'est un travail qui date déjà, même si le livre il est sorti maintenant, depuis 4 5 ans, je travaille sur la notion euh, de suspens, même, je dirais même d'immobilisation, dans le contexte à la fois urbain, hein, urbain et des foules révoltées. C'est-à-dire de ce que vous connaissez, les événements d'occupation des places ou d'occupation de grandes avenues, c'est-à-dire de la manière dont l'idée c'est cette idée de latence dont je vous ai parlé ici, c'est de voir est-ce que la ville, l'architecture de la ville, ne contient-elle pas une latence également? Et une latence qui ne serait plus liée uniquement au corps individuel qui regarde un bâtiment, mais à des foules, au corps multiples, à la fois multiples, différents, et en même temps au corps mis en masse des foules. Quel lien y a-t-il entre l'architecture et les foules? Donc c'est là-dedans que j'essaie de le développer. Et ça pose forcément des questions qui étaient déjà présentes au fond, mais de manière, c'est la question de est-ce que l'architecture euh, est-elle, comme on a tendance à le considérer en partie à raison, l'architecture qui serait essentiellement quelque chose qui ordonne, qui institutionnalise, qui enferme, qui va à l'encontre en fait des désirs des foules et donc de l'émancipation possible des foules. Il faudrait les foules déjà à chaque fois, ça suppose de le définir aussi ce qu'on entend par les foules. Mais et en même temps dire effectivement si comme on en parlait hier, si on est bataillien et qu'on considère que l'architecture est avant tout quelque chose qui ordonne, qui enferme, qui conditionne l'humain en tant qu'individu, mais aussi en termes de groupe surtout. D'où il y a toute une réflexion, recherche sur le rapport entre l'architecture et le fascisme, l'architecture et le totalitarisme par exemple. Oui, est-ce qu'on considère ça comme ça? Ou du coup, ou au contraire, est-ce qu'on peut pas dire que finalement, moi c'est mon hypothèse, que l'architecture, de par justement à la fois cette rationalité qui contient l'irrationnel, cette permanence qui contient une latence, n'est-elle pas, par le fait même de figer, d'immobiliser, de rendre les choses compactes, ne contient-elle pas la possibilité, plus que d'autres arts ou d'autres phénomènes, d'une possible émancipation, dans la mesure où on serait arrivé au cours des 30, 40, enfin, je sais pas, ou même au cours du siècle, à un moment où ce qui est oppressif n'est pas l'immobile, le fixe, c'est pas le gros bâtiment qui nous, soi-disant, nous oppresserait, c'est pas la Bastille qui va nous oppresser, mais c'est plutôt la mobilité, c'est plutôt les flux, c'est plutôt l'échange constant, c'est la valeur d'échange en fait qui se multiplie dans tous les sens. Donc si on considère que ce qui est oppressant, c'est plutôt ce qui est mobile,
est-ce que l'architecture, dans une certaine façon de la concevoir, ne pourrait pas devenir une émancipation, un mode d'émancipation, en immobilisant, mais en même temps, pas en devenant immobile et permanente, c'est pas une permanence figée, idéale, non, c'est une permanence qui contient la latence d'événements. Voilà, c'est un peu, c'est un peu les nouvelles questions, je dirais, depuis. Il y a des étudiants avec lesquels on a travaillé là-dessus, justement. Oui. Pour reprendre ce que tu dis, Luc, hein, moi, évidemment, le fait qu'il y ait ces deux livres, voilà, chez Rossi, ça pousse aussi cette analyse très duelle de son travail. Et je la nie pas, mais je pense quand même que c'est pratique pour réfléchir. Mais je ne suis pas sûr, moi, qu'il y a une si grande contradiction, en fait. Dans le sens où, en fait, si on dit ça, ça signifie que l'école à Brioni ou le Galaratese, c'est plus rationnel et objectif que ce qu'il fait après. Et je vois pourquoi on dit ça. Mais dans le fond, est-ce que c'est pas inhérent à tout travail architectural que d'avoir une part qui est contrôlable, sous contrôle grâce à la théorie, et Rossi c'est un théoricien, et puis une part après qui échappe, mais qui échappe à tout le monde aussi. Et donc, c'est vrai que Rossi, il a presque on peut voir son œuvre comme si elle était quasiment décantée entre une première période où il est strictement objectif, on va dire, et une deuxième où il n'y a plus que la subjectivité. Mais c'est fou. Dans le fond, il y a aussi beaucoup de subjectivité dans le fait de faire les fenêtres de cette proportion au Galaratese. C'est pas, évidemment, comme c'est orthogonal, c'est plus objectif que si c'était... Mais heureusement, ça reste orthogonal même après. Ça reste orthogonal tout le temps. Oui, Non, oui, c'est oui. pas ça que je Non, voulais non. dire. C'est pas ça que je voulais pas parler de deux phases dans l'architecture de Rossi, parce que pour moi, il fait toujours la même architecture, même après. Donc, enfin, disons, l'obsession... Il démarre dans une esthétique assez rationaliste, quand Non, mais même, là, qui finit franchement, je postmoderne. parlais pas de ces bâtiments, parce que ces obsessions, pour moi, restent toujours les mêmes. Déjà, quand il fait son introduction à Boulay, il dit, moi, ce qui m'intéresse chez Boulay, c'est le type, mais c'est aussi les obsessions de Boulay. C'est très clair, donc ça, c'est très tôt. Donc, on comprend que tout ça est mélangé chez lui, il n'y a pas deux... Mais son rapport à l'os est de même type aussi. J'en fais pas deux phases qui... Non, j'en fais une espèce de béance chez lui, plutôt, qui est pas réglée, qui fait que c'est un moteur dialectique qui intéresse Jeanne, c'est-à-dire cette espèce de truc impossible à combler qui le fait Non, mais travailler. moi aussi, en c'est fait. ce que j'essaie de dire, Mais c'est c'est pas, pas, du tu tout vois. une opposition. Non, non. Et alors, à mon avis, il ne résout pas la question dans son architecture. Ça, c'est mon point de vue, parce que je pense que quand on regarde les architectes italiens de la même époque, les grands Milanais, les Asnaco et Vénère, tout ça, ils font 1000 fois mieux que lui. Mais enfin, ça, c'est mon affaire. Mais donc, je pense que dans C'est pas la même génération, non. Non, mais même ceux qui sont qui construisent en même temps, qui sont contemporains, donc, à mon avis, il est impressionnant. Pas pour ce qu'il produit comme bâtiment et pas pour le rapport expérientiel qu'il en tire, si on parle d'expérience. Mais par contre, sur le plan de la théorie et tout ça, ça fait quelque chose d'extrêmement stimulant. Là, justement, moi j'ai tendance à considérer que il y a véritablement une expérience très intense de son architecture qui est liée à justement ce que j'essaie de développer, qui est liée à cette tension inhérente à son architecture qui s'exprime par ses formes, par ses fenêtres carrées, enfin, pour l'avoir, on en parlait hier, enfin, des photographies, enfin, pour avoir vraiment visité pas mal de ces bâtiments, et j'ai rarement ressenti autant d'émotions dans une architecture. Après, évidemment, une émotion subjective. C'est beaucoup mieux que ce qu'on en dit en général. Oui. Mais oui, et même sur... Enfin, sur la question, on dit souvent, on en parlait tout à l'heure avec Jean-François Blassel, c'est mal construit. Mais on pourrait en parler de ça, de la construction chez Rossi. Pour moi, c'est pas question que c'est mal ou bien construit. C'est que la construction, c'est pas que c'est une question secondaire, mais c'est que c'est pas ça qui guide, en tout cas. C'est clair. Et non, mais dans quel sens? C'est pas que c'est pas important. Pas de doute. C'est que pour lui, le fait que la matérialité du bâtiment puisse contenir cette ruine,
et donc que constructivement, il y a quelque chose qui ne puisse pas forcément durer éternellement, ou qui n'inspire pas la bonne solidité, la bonne maîtrise je sais pas, de l'enveloppe, la structure, etc. Ça, c'est inhérent à son architecture. Ça totalement, c'est logique. Tout à fait. Et ça fait partie de l'expérience qu'on en fait. Et disons que si c'était... quand c'est... Après, c'est vrai que c'est plus ou moins bien construit, au sens de qu'on entend bien construire, selon les architectes qui travaillent dessus. Parce que c'est pas... Enfin, par exemple, on prend à Limoges, à Vassivière, le travail fait par Xavier Fabre et les autres assistants de Rossi. Bah, c'est particulièrement bien construit, c'est vrai. Mais on retrouve malgré tout... peut-être qu'il y a plus de durabilité de la construction, mais on retrouve malgré tout le même ordinaire, pour revenir à tes termes à toi, je trouve, c'est quelque chose qui n'est pas totalement maîtrisé. C'est-à-dire que le rapport entre la forme et l'objet construit, le rapport même de la perfection du dessin, du design, n'est jamais abouti. Il y a toujours des choses qui sont étonnantes, qui sont bizarres, qui sont quasi... qui sont enfantines, qui sont naïves, maladroits. Mais c'est beau, pour moi, dans les premières écoles, par exemple, quand tu visites les premières écoles, ce côté enduit, très pauvre, c'est vraiment très très peu de moyens, c'est sûr que ça génère une poétique particulière de ces bâtiments. Et dans la tension entre quelque chose de très ordinaire dans les moyens et de très savant et très enraciné dans la longue durée, dans le plan, dans les intentions. Donc ça, c'est très beau. Après, je ne sais pas jusqu'à quel niveau il maîtrisait ça et jusqu'à quel niveau, lui, il fondait une poétique objectivement là-dessus, je ne sais pas. Parce que pour moi, bon, d'accord, ça veut dire que ça contient sa propre ruine et tout ça. Bon, ok, on peut tout dire, mais enfin, c'est pas que ça, surtout c'est qu'il est lié dans à la la tradition des architectes intellectuels italiens qui sont tellement intellos qu'ils ne s'intéressent pas. Alberti, ça l'a jamais intéressé de savoir construire, c'est la même chose. Pour moi, il est tout à fait dans cette lignée, en fait. Mais ce qui n'est pas négatif, en fait. Après, encore une fois, on pourrait très bien dire... Il y a ce côté-là, Non, ce côté avec désincarné. Avec ta lecture de autobiographie scientifique péjorative, tu pourrais te dire que quand il dit, par exemple, que l'architecture, c'est ramener l'imaginaire à la terre, à la base, enfin, que la technique, c'est ramener... L'architecture est une technique avant tout, et qu'une technique, c'est ramener l'imaginaire à la base, à la matière, à la terre. Quand il dit ça, on ne peut pas lui objecter de ne pas faire ça. C'est-à-dire que vraiment, c'est une œuvre où on ne sent pas, on ne construit pas l'imaginaire, justement. Non, on ramène l'imaginaire, on montre comment l'imaginaire peut être ramené à la terre, à la base. C'est vraiment ça. Mais par la descente des charges ou par la ruine? Par la ruine. Par la ruine qui est contenue. Par la ruine qui est contenue. Par la ruine qui est contenue. Quand il dit pour lui, un des exemples vraiment, quand il parle de la feria de Séville, il dit que ce qui l'intéresse en architecture, c'est ce qu'il voit dans la feria de Séville, c'est le fait qu'il y a pendant toute une année, on est dans l'attente de cet espace en fait qui va être construit, qui va vivre pendant quelques semaines, je sais pas combien de temps ça dure exactement. Et c'est comme si tout le vide de la vie au quotidien était fait que pour vivre ce moment-là, et que après c'est fini, ça part en poussière, et après ça revient. C'est-à-dire justement, c'est pas, encore une fois, c'est là il y a l'idée pour moi du temps propre de l'architecture, c'est que c'est pas une ruine, c'est pas une mort matérielle définitive. Il y a l'idée en fait d'une ruine qui est inscrite dans un rituel. C'est-à-dire de quelque chose de permanent toujours, de quelque chose... Oui, mais tout à fait. Mais permanent au sens... Enfin, en fait, ça dépend comment on définit le permanent. C'est permanent au sens de l'éternel retour. Pas permanent au sens de quelque chose qui est là et qui nous rassure et qui est très bien et qui est idéal. Et non, mais c'est ce dont on a déjà évoqué. La question du type, c'est aussi une chose comme ça. La question du type, dans son modèle de ville, il identifie la permanence des monuments, qui sont des objets singuliers et qui sont jamais détruits d'une certaine façon. Et d'un autre côté, pour arriver à penser aussi la permanence
des logements, enfin des zones, comment il appelle ça déjà, Résidentiel. des aires de résidence, c'est-à-dire du reste, quoi, ils pensent le type. Parce que c'est permanent à travers le type. Les objets eux-mêmes ne sont pas permanents parce qu'ils se renouvellent beaucoup plus que les monuments, mais le type, lui, est permanent. Et il y a ce côté, cette mise à plat du temps, chez Rossi, ça c'est clair, qui est lié aussi, je pense, à son intérêt pour la théorie. La théorie, c'est le champ dans lequel la chronologie n'a plus aucune importance. Dans le champ de l'histoire, on ne peut pas comparer n'importe quel bâtiment avec tel autre, parce qu'il y a tout un tas de conditions, de possibilités qui doivent intervenir et qui troublent la signification, d'une certaine façon, en tout cas qui l'orientent, alors que dans la théorie, on peut rapprocher n'importe quel bâtiment avec n'importe quel autre, quel que soit à l'époque, le lieu, les fonctions, etc. Il suffit de trouver le lien qu'on imagine. Mais donc, du coup, ça pose une question, moi ça m'intéresse ce qu'on dit, parce que c'est comme si des architectes qui mettent en avant la théorie, ou en tout cas au moment où ils mettent en avant la théorie, donc il s'en trouve que la construction n'est pas l'enjeu premier. La construction, c'est-à-dire le contingent, la contingence de la construction reste qu'une contingence. Voilà. Ça ne devient pas l'objet d'un développement ou d'un... Donc est-ce qu'on ne pourrait pas dire que peut-être qu'il y a une expérience particulière dans ce type de cas de la contingence qui est acceptée comme une contingence, sachant que le sens est ailleurs? Ah oui, mais ça dépend des architectes. Mais bien sûr, ça dépend. Mais en tout cas... C'est Rossi, il a un rapport extrêmement abstrait à la réalité. Mais justement... C'est d'un niveau d'abstraction incroyable. Je veux dire, pas juste parce qu'il fait un cube à Modène, mais parce qu'il a un regard sur la réalité très, très abstrait. Et d'autres architectes qu'il a lui-même formés, ou en tout cas qui ont été dans son sillage de l'architecture analogue, par exemple, globalement, Olgiati, Miller-Maranta... Herzog de Meuron, Diner, tous ces gens, ce sont des gens qui construisent extrêmement bien, et avec une très très grande attention. Oui, mais justement, ce cube qui est dessiné, qui est pensé dans une forme pure abstraction, ou ce prisme vide, quand dans le monument pour Ségrade, le petit monument quand on est devant cette chose qui est mal construite, quasi en état, il se passe vraiment une expérience particulière, qui n'existe pas dans un bâtiment bien construit de Diner et Diner. Il y a une expérience de la... Je sais pas si c'est même pas de la pauvreté, justement, parce que c'est vraiment lié au contraste entre la dimension absolue de cette forme et sa construction qui est de la poussière. Bah, c'est le dessin qu'il a fait pour Tafori, quoi. Je veux dire, au bout d'un moment, il y a un caractère désespéré aussi dans son travail, ou désespérant. Mais je sais pas, pour moi c'est pas du tout désespérant, justement. Pour moi c'est pas du tout désespérant. Tu ne peux pas en faire une généralité, parce que une expérience dans des circonstances plus ou moins mélancoliques, voire sinistres, t'en as tout le temps. Tu vois, donc que Rossi ait capitalisé sur celle-là peut-être, mais des expériences comme ça, t'en as tous les jours. Tu peux, si tu te plonges suffisamment sur ce coin de béton que je vois là-bas, tu peux tout d'un coup avoir une expérience. Mais c'est exactement ce que... Voilà, mais pas n'importe la question, c'est est-ce que Rossi a travaillé la chose pour faire cette expérience dont tu nous parles? Et ça, moi, j'en sais rien. Franchement, voilà. Non, moi, le problème, oui, d'accord, mais tu vois, le problème, c'est qu'on est en train de tenir des propos, ok, lui, il pense pas, toi, tu penses, tout ça, parce que il nous emmerde avec son autobiographie, avec tous ces trucs. Du coup, c'est si peu objectif, on est tout. Du coup, après, on en arrive là, si tu veux. C'est bizarre. Moi, ce qui me dérange là-dedans, dans son travail, dans l'autre, c'est que qu'est-ce qu'on peut faire de cette autobiographie? C'est tellement personnel que. Après, la cabine de élabore de l'imagination théorique à partir de ça, d'accord. C'est assez révélateur que tu dis que autobiographique et tu dis pas le deuxième bout du titre du livre. Parce que non, mais c'est l'enjeu, c'est censé être scientifique. Non, c'est tellement scientifique. Non, mais je pense que il faut pas juste en rire comme un truc ridicule. La dimension scientifique, non, pas du tout. C'est en référence au titre de livre de Max Planck. Voilà, et ça n'a rien d'ironique, au contraire. Pour lui, il y a cette Max Planck était un savant, donc c'est normal qu'il appelle ça autobiographie scientifique. Non, lui, il l'a fait pour déconner. C'était l'autobiographie d'un savant. Non, mais il y a cette, je pense, ce désir, cette envie, cette croyance à ce que transcender justement la subjectivité simple de l'auteur avec ses souvenirs propres, etc., de les dépasser pour en arriver à quelque chose qui serait peut-être pas scientifique,
mais qui serait universel et Plus qui serait objectivable. collectif. Oui, c'est vrai que c'est son Objectivable. projet, C'est son. Et après, le fait C'est là de que je suis dire. sceptique pour ma part. Mais d'accord, on peut. Mais après, je pense qu'il y a quelque chose Moi, ça de dire interagit que pas ce avec ma livre, psychologie. que dans un livre où il parle de son travail, de son rapport à l'architecture, qu'il dise que pour lui, la technique, c'est ramener l'imaginaire à la base, à la terre, en partant justement de ces exemples qu'il donne où la ruine est contenue du pont. Je sais plus comment il s'appelle. Enfin, il y a des, ou le truc du Parthénon. Enfin, tout ça. Je pense pas qu'on ait le droit de dire oui, mais ça c'est que des trucs subjectifs, personnels, ça n'a pas de sens, ça ne vaut pas. En quoi ça aurait moins de valeur que ce qu'il essaie de développer comme théorie globale dans l'architecture pas de la Parce ville. que c'est moins Je ne vois pas. partageable, je trouve. C'est pas ça. Ah mais tu ça, vois, c'est discutable. C'est moins on n'est partageable. pas dans un champ. Alors peut-être on peut le dire comme ça. Rossi s'inscrit dans une configuration qui est quand même. Il cherche une abstraction, une forme d'abstraction indéniable, le type et tout ça, il n'y a pas de doute, transhistorique et tout ce qu'on voudra. Et en même temps, il s'inscrit dans une vision esthétique et une vision de l'art le plus romantique, idéaliste qui soit, c'est-à-dire, c'est dans ma tête que ça se passe. Tu vois ? Bon, et donc, en tant qu'artiste, en tant qu'auteur, il est vraiment totalement subjectiviste. C'est l'esthétique du 18e qu'on connaît depuis. Enfin, bon, il est totalement comme ça. Et je trouve que là, entre ces deux échelles d'intervention chez Rossi, celle où il cherche tout d'un coup le transhistorique anthropologique, les grandes questions, tu vois, c'est du type, et puis celle où tout d'un coup il ramène tout ça à une esthétique qui est alors totalement désuète pour moi, qui est une esthétique kantienne la plus bonne. Là, il y a un problème. Et donc, on ne peut pas objectiver. Franchement, on peut faire un travail d'artiste avec ça. C'est très difficile de faire un travail d'architecte, sauf à devenir un architecte subjectif, ce que Rossi a toujours refusé d'être, en tout cas dans la première partie de sa carrière. Tu comprends ? Puisqu'il a toujours prétendu le contraire. Il a quand même cherché tout le début de sa carrière à montrer que l'architecture c'était un problème objectif et non pas subjectif. Donc tout d'un coup, on est un peu sur notre fin. Là, moi, je trouve que on en arrive à une séparation objectif-subjectif entre l'architecture et l'art. Enfin, deux choses dans juste ce que tu viens de dire. Parce que On en l'art est arrive à une entièrement distinction. subjectif aujourd'hui. L'art, c'est le travail du créateur qui travaille dans sa tête. Donc Non, mais l'art a pris cette dimension-là. tu En vois, architecture, heureusement, mais qui travaille dans sa tête. Bon, déjà, on travaille tous dans notre tête pour en arriver à quelque chose qui soit au-delà de notre tête. Mais Pas que dans notre tête. enfin, dans nos, je sais pas. Mais en tout cas, moi, je n'ai pas du tout le sentiment que l'architecture de Rossi soit quelque chose qui soit enfermé dans sa tête et qui ne communique pas avec. Et je dirais d'autant plus que le moment où le moment où elle communique peut-être le plus avec tout le monde, où elle marque toute une génération. Hein, c'est pas, moi, je ne suis absolument pas d'accord que c'est ces textes qui marquent toute une génération. D'ailleurs, on peut dire, est-ce que c'est bien la manière dont ils marquent une génération? On peut en discuter, mais c'est un mélange entre son architecture, l'effet de puissance de son architecture, de la poésie, en fait, de son architecture. Peut-être qu'on pourrait parler, même si le terme est vague, mais il permet au moins de sortir du truc subjectif-objectif. De parler de poésie, il faudrait on essaie de définir les choses. Mais en tout cas, le moment pour moi où Rossi devient il est le plus intéressant, c'est quand il a justement cette capacité à transcender la subjectivité de l'artiste et qui cherche les moyens de le transcender par ce qui serait la rationalité d'une discipline, etc., d'une part, mais aussi par la référence à la géographie, à des physiques. Enfin, ça, c'est ce qu'a dit Eric, c'est la première partie. Après, en gros, l'objectif. Non, mais après son architecture, l'objectif, c'est fantastique. Le problème, autobiographie scientifique, c'est pas ça. Ah, si, il essaie de comprendre ou d'expliquer d'où lui viennent ses obsessions. Et évidemment que ces points de vue théoriques, ils sont fondés sur un substrat psychologique, sur ses propres obsessions. Comme tout le monde. Comme nos propres points de vue théoriques sont fondés sur nos obsessions. Est-ce qu'on doit démonter cette mécanique-là? Personnellement, je ne sais pas. Est-ce qu'il faut la démonter en public en écrivant un livre? Alors là, je pense que ça, c'est quelque chose qui fait qu'ensuite, sur cette base, on peut dire tout ce qu'on veut, on peut lui faire dire ce qu'on veut. Ce que je vous conseille juste de relire, après avoir lu mon livre, de relire Autobiographie scientifique. Ah non, je l'ai déjà lu il y a 2 ans. Il y a 2 ans, mais alors, 3 mois. C'est bon. Mais alors moi, c'est intéressant parce que pour moi, je ne peux
pas du tout réduire autobiographie scientifique à juste un truc où il essaie de comprendre, même si lui-même il dit ça, hein, mais il juste l'avoue à chaque page. Ben oui, mais ce qui en ressort pour moi, c'est c'est des autre souvenirs chose. d'été, c'est Mais oui. tout le temps. Mais C'est une objectivation du fond. Mais je suis pas. Mais Mais d'ailleurs, il ça a faut beaucoup lire. séduit la génération dont tu parlais tout à l'heure, quand même. Tout d'un coup, ils ont découvert à Zurich, si j'ai bien compris la façon dont ça s'est passé, qu'on pouvait, d'une certaine manière, travailler avec sa propre autobiographie pour faire de l'architecture. Mais tout de même, la plupart ont essayé de l'objectiver dans un domaine qui est celui du bien construire, par exemple, pour beaucoup. Parce que, la plupart, je dis pas tous, mais souvent quand même. Peut-être qu'on peut donner la parole à des... Oui. Ouais, moi je suis quand même assez frappé qu'on puisse assimiler ce storytelling, alors pour reprendre un exemple, Sophical par exemple. Ouais. On raconte sa vie, on va la déballer dans les musées, etc. Comment on peut assimiler ça à cette démarche de recherche rossienne et celle de Chan? Pour moi, c'est quand même complètement différente, quoi. Mais il n'a pas dit ça, Eric. Si. J'ai pas dit que John était là-dedans. Hein. Non, mais Là, on a dérivé, mais non, on ne parle plus du livre de John, on parle de Rossi. Oui, non, mais on t'as quand même- même Rossi, t'as on quand même s'écharpe sur nos assimilé lectures différentes de la Rossi. démarche psychologisante à cette privatisation de la pensée Ouais, architecturale. non. Ce que je veux dire, c'est que ça me démange un peu, tout cet environnement-là. Je pense qu'il y a un peu quelque chose qui... Je pense que ça vient pour combler un manque, ce type d'attitude à la Olgiati. Là. Ça vient pour combler un manque parce que, par exemple, Olgiati, il est très très fort pour faire des bâtiments, inventer des formes, enfin, créer des images, surtout à partir de ces bâtiments. En réalité, il n'a rien du tout à en dire dessus, quasiment. Hein. Il n'a pas un point de vue théorique. Il est capable de dire certains aphorismes, voilà, un peu, mais à part ça, il n'a pas une structuration théorique comme Rossi, comme Kahn, comme Colas, je ne sais pas. Ensuite, donc, je me méfie de ce genre d'approche. Donc, j'ai pas expliqué que j'assimilais le travail de John à ça. Et le travail de John, justement, je lui sais gré, il l'a déjà expliqué avant que je pose la question, parce que on s'en est déjà expliqué hier soir, c'est pour ça qu'il est malin. Mais, justement, cette question du suspens, sur laquelle après on peut aussi discuter, on n'est pas forcément... Mais il prend la peine d'élaborer un concept, on peut dire, qui permet justement de généraliser ça, c'est de dépasser Rossi et de dépasser la psychologie de Rossi. Mais ce concept, il est fondé sur une approche psychologisante plus de l'architecture que de l'architecture de Rossi elle-même. C'est vrai, exactement. C'est plus une espèce d'analogie entre notre psychologie et celle des bâtiments. C'est ça qu'on peut discuter. Bon, c'est là où, fondamentalement, effectivement... qui, selon moi, va trop loin voilà. aussi. Mais bon. Mais non, mais c'est ça qui est intéressant. C'est que, en fait, c'est l'utilisation l'utilisation de la psychologie, d'une approche psychologique pour comprendre à la fois l'objet architectural, notre perception de cet objet architectural, et aussi la conception architecturale, et même, je dirais, là, dans ce cas-là, la théorie de l'architecture. Donc, effectivement, c'est là qu'on n'est pas... Enfin, qu'il y a un écart qui se crée pour moi. Parce que tu vas très très loin. Mais oui, bien sûr, oui. Voilà. Mais c'est intéressant parce que c'est toujours la question peut-être de l'idée d'objectivité ou l'idée de neutralité, etc. Comme s'il y avait cette moralité, c'est même pas une idée, mais c'est une moralité, moi je trouve, en architecture, dans l'enseignement de l'architecture, d'arriver à une forme de neutralité dans laquelle la psychologie, contrairement par exemple à l'art, c'est là aussi que je trouve qu'il y a une moralité sous-jacente dans ce que dit Luc quand il dit oui, mais là c'est pas l'architecture, c'est de l'art. C'est comme si justement, déjà ça suppose une séparation, il faudrait en parler, hein, c'est pas si simple cette séparation déjà, mais ça supposerait que l'approche psychologique n'aurait pas sa place dans... l'architecture qui est censée être quelque chose de plus objectif. Mais ça, c'est oublier, ne serait-ce tout ce que veut dire la psychologie des masses. Hein, des masses. Parce que ça existe. La psychologie, c'est pas que pour l'individu et c'est pas que papa-maman. C'est plus large que ça, la psychologie comme approche. Donc, considérer que la psychologie se limiterait juste à la subjectivité, à l'histoire personnelle de l'individu, l'approche psychologique, c'est un problème. J'ai jamais dit ça. Là, J'ai jamais dit ça. La psychologie, c'est essentiel. Tu nous fais dire des choses qu'on ne dit pas. D'accord.
Non, mais c'est Non, parce en que je plus, sens moi- que mais moi, c'est suis- sous-tendu dans Non, votre non, 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 lecture. pas de parano, on dit tout. On dit rien de plus, rien de moins. Donc, Il n'y a pas de latence. non, il y a rien. Voilà. No suspense. Non. En plus, une approche, enfin, ce lien psychologique au bâtiment, moi, c'est une idée qui m'est familière, une idée qui m'intéresse, très positivement, je veux dire. Après, toi, tu la pousses si tu veux. C'est vrai. Je pense que cette approche psychologique, enfin, ce rapport psychologique qu'on a au bâtiment, cette analogie, je veux dire, il suffit de voir comment on parle, enfin, dans le langage, il y a tant d'analogies entre notre corps et le bâtiment, par exemple, il y a toutes ces choses-là. Évidemment, c'est absolument objectif, je dis, enfin, c'est incontournable. Simplement, ça s'établit dans une sorte d'équilibre, en fait. Il y a des raisons constructives, il y a des raisons psychologiques, il y a des raisons symboliques, enfin, il y a tout. Toi, mais c'est bien normal, tu réduis, tu tends à réduire la chose sur cet aspect. Si tu réduis pas la réalité pour tenir un propos, on va rien comprendre, donc c'est bien naturel. Mais ce faisant, tu vas à un tel niveau qu'après, on n'est pas obligé de te suivre. Ou on peut... Si, Non, mais c'est-à-dire, vous devez tous ne nous me faites pas suivre. dire que la psychologie ne nous intéresse pas. Moi, D'accord. mon cours s'appelle Architecture comme expérience. Forcément, je ne peux pas tout à fait être indifférent à cette question. Simplement, la psychologie et les fantasmes personnels de chacun, ça n'a C'est rien autre à chose. voir. Non, mais ça, Et donc, je quand Wolflin fait son bouquin sur les fondements psychologiques de l'architecture, il il ne parle s'intéresse pas, aucunement des bien sûr. fantasmes personnels. suis Il d'accord. n'en a mais rien à faire. Quand tu dis que Rossi est wolflinien, il ne l'est pas beaucoup. Il s'intéresse au fait qu'un bâtiment a un impact psychologique sur nous. J'ai pas dit que C'est Rossi évident. était wolflinien, j'ai dit que moi j'avais une approche D'accord. qui Donc, proche de Wolflin ça, dans c'est mon un analyse. truc au tournant du 19e, 20e. Il y a un mouvement de psychologisation de l'architecture qui est absolument passionnant, mais qui cherche D'accord, des ok. lois objectives, scientifiques, si tu veux. C'était leur projet, Kunstwissenschaft, bien sûr. science de l'art, du fonctionnement psychologique de l'architecture. Ça, c'est tout à fait important. Ça, oui. Tout à fait important. Non, non, Mais ensuite, tu parlais de Deleuze tout à l'heure. Excuse-moi, mais si Deleuze, on peut imaginer que si Deleuze lisait l'autobiographie scientifique, il trouverait quand même que souvent, il nous parle de sa petite histoire, quoi. Hein, comme quand il parle des écrivains qui, voilà, tu perds ta grand-mère, tu deviens écrivain naturellement. Non, mais encore une fois, Voilà, c'est là, que. c'est- Ouais. Mais ça c'est que s'assimile quand même aussi à ça. quoi. l'autobiographie Quand scientifique tu a parles un de sens. souvenirs d'enfance, Non, mais je suis d'accord. dans des personnels, dans un livre de théorie architecturale, excuse-moi, mais Non, on mais peut vous parler verrez de que tout, moi, quoi. justement, la question des souvenirs, mais toutes ces questions, j'essaie de les tirer vers autre chose. J'essaie de les inscrire dans qu'est-ce que ça veut dire le souvenir, l'oubli, qu'est-ce qu'on en fait, comment il y a une image du souvenir, l'image de l'oubli. Non, Ça, mais j'essaie de les mettre on dans un. n'assimile pas ton travail à la dérive de Rossi. Hein. Mmh. Justement, je te dis, et je le redis alors, mais d'élaborer ce principe du suspens pour justement faire qu'on peut, c'est une tentative quand même d'objectiver Bien sûr, certaines de ces questions et de les généraliser à d'autres architectures. Donc c'est un travail pour le coup théorique, presque scientifique, je dirais, enfin en tout cas. Donc ça va à l'encontre justement de, voilà, quand j'étais petit, j'allais à la plage, tout ça, et donc les cabines, et donc les trucs. Oh, ça, il va loin lui aussi. quoi. Une autre chose aussi qui est un peu, mais ça, tu es en train visiblement d'articuler ça avec d'autres dimensions qui sont la dimension politique et tout ça. Et là, c'est obsessionnel chez toi, alors pas chez Rossi, chez toi, donc je le dis quand même. Ouais, parce que- C'est l'idée de la mort et de la destruction, c'est-à-dire que l'énergie latente dans le suspens, c'est toujours une énergie négative. T'as jamais d'énergie positive dans les bâtiments, tu vois, c'est toujours la ruine qui gagne, le truc. Or, l'énergie qu'il a fallu pour monter la pierre, c'est une énergie positive, c'est pas juste qu'elle va tomber sur la tête d'un passant et qu'elle va le tuer. Donc, tu vois, il y a ce truc-là, c'est ton rapport au masochisme et au fantasme, qui est là un truc que Oui, tu dois bien sûr. régler pour ton propre compte. Ou alors ne pas Attends, mais régler. il a envie, Ou il a alors envie. ne pas régler, Ah, mais attends, si j'arrive. ou si ne pas j'arrive, régler, voilà, si mais ça en me tout permet cas, d'écrire. T'as pas intérêt à le régler, à mon avis. Parce qu'on comprend bien que l'architecture de Rossi, elle devient porteuse d'imaginaire positif, tout ça parce qu'en fait, elle est pénible à vivre. Donc, c'est un peu ce que tu nous dis tout le temps. Donc, tu vois, et tu le dis à Non, la ça, fin, là. c'est vrai. Hein, mais c'est justement parce que c'est toujours la même chose, toujours répétitif, que l'enfant va y trouver son... Bon, moi, là c'est une vision un peu, je sais pas si elle est bataillenne, certainement, et elle est, disons, il faut souffrir pour jouir, quoi. Et ça, je suis pas sûr Ça, que on est l'architecture contre. n'ait pas Non, d'autre mais- manière de procéder. Ça, on est contre. Ouais, t'es compte Il y a de l'énergie positive aussi dans Ah, les non, trucs. On va pas hein. pouvoir s'amuser ensemble. Il y a de l'énergie positive. Si, avec des fouets, tout ça, quand... Bon.
D'autres, vous avez des remarques? Qui veut s'allonger? Donc maintenant, vous allez acheter le livre. Mais non, et vous allez pas l'acheter là. Pourquoi ils peuvent pas Là, il l'acheter? n'y a pas de vente. Ah, pas là, non. Ils vont l'acheter ce week-end. Et vous allez le lire. Comme ça, vous pourrez nous... Il est relativement cher, malheureusement. Métis Press fait des livres assez chers. Mais c'est ça qui est bien. Non, ça Bah si, parce que déjà, il faut C'est ça qui économiser. vous force, ça. Privez-vous C'est ça qui vous privez-vous force. de 2 repas et vous aurez encore plus de plaisir à le lire. S'il était bon marché, ça n'aurait aucun intérêt. Il est meilleur le ventre creux. Bon, Non, bravo. ok, merci. Merci beaucoup. Allez, voilà.